Mesdames, Messieurs, chers Friends of Funds, pour la première fois, et en raison des mesures de précaution liées au Covid-19, nous avons opté pour cet événement Friends of Funds ce 9 juin 2020 pour le format de conférence enregistrée sans présence de public. Nous espérons pouvoir très rapidement et dès la prochaine édition en septembre revenir à notre format habituel et vous recevoir ici à nouveau dans le théâtre et organiser un cocktail convivial à l'issue du panel pour poursuivre la discussion. Le panel d'aujourd'hui est consacré aux impacts de la loi sur les établissements financiers pour les gestionnaires de fortune collective. Pour la modération de ce panel, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Clementson, associée de l'étude Schellenberg et Wittmer, qui va vous présenter les panélistes. Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à ce panel de Friends of Funds qui aura pour thème les gestionnaires sous la LEFIN en particulier, mais nous allons aussi évidemment aborder différents thèmes de la LSFIN liés à l'asset management plus particulièrement institutionnel et à la distribution et l'offre de placement collectif. Je suis ravie d'avoir un panel exclusivement féminin aujourd'hui, il faut quand même le dire, et c'est assez rare dans cette industrie. Et je commencerai par présenter Delphine Mellan. Delphine Mellan est avocate chez Lenz Stellin depuis plus de 6 ans. Elle est titulaire évidemment d'une licence en droit et d'un LLM de l'université de NYU aux États-Unis. Elle est spécialisée en asset management et dans les marchés financiers. La deuxième personne que je souhaiterais introduire, c'est Jennifer Toivola, qui est senior manager dans le domaine Regulatory and Compliance chez KPMG depuis 2014. Avant cela, elle a travaillé auprès de la FMA du Liechtenstein, donc l'autorité de surveillance du Liechtenstein de 2012 à 2014. Et avant cela, elle travaillait chez KPMG et est expert comptable et a un background juriste et économique, si c'est correct. À ma gauche, Ilaria Santini, qui est responsable de l'asset management pour la Suisse romande chez BDO, qui est donc auditrice et qui est auditrice dans l'asset management, dans le domaine de l'asset management et spécialisée dans ce domaine depuis de nombreuses années. Voilà, nous allons donc commencer pour la première partie de ce panel. Nous avons décidé d'abord de parler de la LEFIN. La LEFIN, c'est quoi? C'est d'abord les gestionnaires de fortune collective, qui étaient les anciens gestionnaires de la LPCC, qui étaient pour certains et qui sont pour la plupart déjà soumis à surveillance de la FINMA. Alors Delphine, je suis un gestionnaire LPCC, je suis déjà autorisé par la FINMA. Que se passe-t-il pour moi maintenant que la LEFIN est entrée en vigueur? Alors, si vous êtes déjà autorisé LPCC, vous avez jusqu'au 31 décembre 2020 pour satisfaire aux nouvelles exigences de la LEFIN. La question, c'est bien sûr à quoi vous devez vous attendre. Qu'est-ce que vous allez devoir vérifier d'ici au 31 décembre 2020? Donc, de manière générale, le régime qui est applicable aux gestionnaires de fortune collective, il est très comparable au régime applicable sous l'égide de la LPCC. Mais ce qui est très important, c'est surtout de revoir en fait la documentation, d'adapter votre documentation, notamment vos statuts, votre règlement d'organisation et vos directives internes. Parce que là, en principe, ça dépend bien sûr du cas d'espèce et surtout du moment auquel vous avez obtenu votre autorisation. En principe, vous allez devoir adapter votre documentation pour qu'elle soit conforme notamment aux articles de la LEFIN et de la LSFIN, mais aussi aux petites nouveautés qui vous concernent. Donc, par exemple, on peut parler... En fait, c'est l'occasion aussi de passer en revue vos différentes procédures, et notamment celles qui sont les plus importantes pour un gestionnaire de fortune collective, notamment la délégation des tâches et la gestion des risques et le contrôle interne, si je pense à ces deux principalement. Il y a des nouveautés s'agissant de ces deux domaines, notamment la délégation des tâches. Donc, en particulier, la nouveauté, c'est que l'ordonnance, elle prévoit désormais expressément qu'on peut confier à des gestionnaires qui n'atteignent pas les seuils de minimis la gestion collective.
Par contre, on ne sait pas encore comment le marché va recevoir cette nouveauté, parce que ultimement, c'est la direction qui reste responsable. En fait, c'est l'établissement qui va déléguer la tâche, qui va rester responsable en fait de cette tâche, évidemment. Donc, on ne sait pas si le marché va imposer des règles peut-être plus strictes à ces gestionnaires qui sont en dessous des seuils de ministres ou pas. L'avenir nous le dira. Autre changement en termes de gestion des risques. Alors là, on va y revenir, mais les risques vont être essentiellement les mêmes que ceux qu'on connaît déjà sous l'angle de la LPCC, mais la tâche incombe désormais à la FINMA de décrire plus précisément la gestion des risques. Bien sûr, le législateur lui a fixé un cadre à ne pas dépasser, donc il doit vraiment fixer cette gestion des risques dans le cadre de la LEFIN et de l'OEFIN, mais on y reviendra. Autre nouveauté, c'est que la FINMA elle a désormais la compétence d'autoriser un intervalle de plusieurs années entre les audits, si l'activité commerciale de l'établissement financier et si les risques qui y sont liés le permettent. Et puis, dernier point qui me semble important de préciser, c'est s'agissant de l'organe responsable de la haute direction. Là, on voit que la LFIN, en fait, elle a concrétisé la pratique de la FINMA parce qu'elle a intégré notamment les communications 34 et 35 de la FINMA et elle a intégré vraiment la pratique de la FINMA s'agissant des conditions du conseil d'administration. Et puis, finalement, une fois que vous aurez procédé à cette revue, il vous appartiendra de filer en fait cette nouvelle documentation à la FINMA pour respecter votre obligation en cas de modification importante des conditions d'autorisation. Et c'est à ce moment-là, en fait, que éventuellement, parce que la loi, elle prévoit pas de notification particulière, en fait, du moment où vous remplissez les exigences de la LEFIN. Donc, nous, on considère que c'est au moment où vous filez la nouvelle documentation, par exemple, que vous pouvez notifier la FINMA que désormais, vous remplissez les nouvelles exigences. Par contre, si vous considérez que vous êtes déjà en ligne avec les nouvelles exigences parce que vous avez obtenu une autorisation très récemment, alors là, peut-être vous n'avez pas besoin de notifier quoi que ce soit à la FINMA et puis vous pouvez simplement attendre l'audit annuel pour que les auditeurs en fait, constatent que vous remplissez bien les règles de la LEFIN. Merci infiniment. Donc, en résumé, pas de grands changements dans les organisations des gestionnaires de fortune collective qui étaient déjà autorisés sous la LPCC. Par contre, des modifications au niveau de la gestion des risques et au niveau de la délégation des tâches notamment. Et donc, peut-être aussi une petite modification au sens du de minimis. Hilaria, nous avions dans la loi précédente un de minimis qui concernait que les fonds étrangers pour qualifier, pour autant que l'autorité de surveillance étrangère ne requiert pas que le gestionnaire soit autorisé par la FINMA. Qu'est-ce qu'il en est maintenant et qu'est-ce que ça change pour les gestionnaires sur le marché? Alors, effectivement, il y a un changement. Donc, vous savez, la règle qu'on connaissait très bien, c'était investisseur qualifié et règle des minimis des 5 millions. 5 millions de francs. Alors, cette règle, c'était applicable pour, effectivement, les fonds étrangers. Et avant, on disait si on gère un fonds suisse, même si on gère un centime d'un fonds suisse, il faut demander une autorisation en tant que gestionnaire LPCC. Maintenant, cette règle, donc c'est des minimis des 5 millions, c'est valable aussi pour les fonds suisses. Donc, cela, ça signifie qu'un gestionnaire avec ce qu'on appelle maintenant la petite licence, donc gestionnaire de fortune simple, peut gérer un fonds suisse si la seuil n'excède pas les 5 millions et si les fonds est dédié à des investisseurs qualifiés. Après, donc
un point, une question qui se pose, que déjà on a des clients qui étaient en train de demander la licence LPCC, est, OK, ça c'est pour un fonds suisse, mais si quand même je veux aller pour la petite licence, par exemple au Luxembourg, est-ce que la CSSF va accepter la petite licence ou va demander quand même, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, la licence des gestionnaires LPCC ou équivalent maintenant gestionnaire de fortune collective? Donc nous, on a un cas pour un de nos clients et on n'a pas encore la réponse de la CSSF au Luxembourg. J'ai quand même encore une petite question dans le cadre du de minimis. Si je suis un gestionnaire qui commence ses activités maintenant et je veux gérer juste un fonds de droit suisse et je ne fais pas d'autres gestions et que je serai sous le de minimis et que je souhaite être autorisé par la FINMA maintenant alors que l'OS n'est pas encore reconnu par la FINMA, je fais comment? Alors, si je veux être autorisé tout de suite, il faut aller pour la licence LPCC standard. Mais Parce je qu'on remplis n'a les pas conditions. encore l'OS. Mais je ne remplis pas encore les conditions. Ah, on est en dessous de ça. Ah là c'est une bonne question, effectivement. Si, et là, ce n'est pas facile de donner une réponse, clairement. Et je pense que la FIMA elle-même n'a pas encore une réponse. Petite question encore. Si je suis gestionnaire LPCC et que j'étais autorisée sous l'ancienne loi et que je suis sous le de minimis pour un fonds de droit suisse et que maintenant je n'aurai droit qu'à la petite licence, comme vous le dites, je fais quoi? Alors, ça, c'est encore, c'est encore une bonne question. Alors, l'effet que dans la situation, on peut dire dans le monde LPCC, il fallait rendre la licence. Voilà. Jusqu'à, on peut dire, 31 décembre 2019. Maintenant, selon la loi, si je gère un fonds, même si je suis en dessous des seuils, je dois quand même demander une autorisation, et ça sera l'autorisation pour gestionnaire de fortune simple. Et là, effectivement, si on a déjà la licence LPCC et on veut aller pour une licence, on peut dire, des niveaux inférieurs, effectivement, on n'a pas encore la réponse. Parce qu'effectivement, on n'a pas encore les OS, on n'a pas encore les organismes de surveillance qui sont autorisés. Et à ce moment-là, on n'a pas, et ce n'est pas possible encore de demander une autorisation. Donc là, il faudra effectivement voir comment la FIMA va gérer tout ça. Ouais. C'est beaucoup de responsabilités pour notre autorité de surveillance. Nous avons donc parlé des gestionnaires LPCC qui étaient déjà autorisés, nous avons parlé du de minimis. Quid des autres gestionnaires qui ne sont pas encore autorisés par la FINMA? Jennifer, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Jusqu'à quand? Alors, on parle de gestionnaires de fortune indépendants, mais on parle aussi de gestionnaires de fortune de prévoyance qui sont au-dessous du seuil de minimis. Ça veut dire qu'ils gèrent ou moins de 100 millions ou moins de 20% dans fortune de prévoyance. Juste une question à cet égard. Vous parlez des gestionnaires de fortune collective sous le de minimis pour les gestionnaires de fortune de prévoyance. Mais est-ce que les gestionnaires de fortune de prévoyance au-dessus du de minimis n'ont pas aussi des obligations? Oui, ils ont aussi des obligations, mais s'ils sont au-dessus de minimis, ils vont être gestion de fortune collective et sinon, ils vont être de gestion de fortune simple. Et pour tous les gestionnaires qui ne sont pas encore autorisés, supervisés, il faut annoncer à la FINMA jusqu'à 30 juin 2020, alors dans les prochains 20 jours. C'est un processus assez simple, ça on peut faire dans la homepage de FINMA, il faut créer un profil et après il faut annoncer en ligne. Après, le prochain délai, c'est l'affiliation à un organisme de médiation et c'est 6 mois après le premier organisme de médiation obtiendra une licence. Mais jusqu'à maintenant, on n'a aucun organisme de médiation avec une licence. Pour ça, on ne sait pas encore quand ces 6 mois vont commencer à compter. Prochain délai, il faut aussi affilier à un organisme de surveillance, mais aussi ici, ça commence 1 an après le premier organisme de surveillance a obtenu une licence.
mais jusqu'à maintenant, on n'a aucun organisme de surveillance qui a une autorisation. Alors, cette année n'a pas encore commencé à compter. Et après, prochaine étape, le moment que l'LSFIN, parce que typiquement, l'LSFIN va s'appliquer parce que typiquement, on fait des gestions de fortune, des instruments financiers. Alors, l'LSFIN va s'appliquer et il faut être en conformité avec les obligations de l'LSFIN à partir du 1er janvier 2022. Et enfin, il faut demander en licence à la FINMA avant le 1er janvier 2023. Merci beaucoup, Jennifer. Donc, on a différents délais à ne pas oublier. Le devoir d'annonce à la FINMA pour le 30 juin pour les gestionnaires de fortune simple et les gestionnaires de fortune collective, donc les gestionnaires de caisses de pension qui n'étaient pas encore autorisés par la FINMA, mais qui étaient autorisés par la CHSPP, qui doivent s'annoncer jusqu'au 30 juin et ensuite déposer leur requête. À cet égard, il faut aussi peut-être tenir compte des délais qu'il y avait dans les décisions de la CHSPP pour les gestionnaires de fortune de caisses de pension et de voir s'ils ne devraient pas déposer leur requête peut-être avant à l'échéance de ce délai qui était fixé par la CHSPP. Ensuite, on a un délai, comme l'a dit Delphine, au 31 décembre 2020 pour les gestionnaires qui étaient LPCC, qui sont LEFIN, pour s'adapter à la nouvelle réglementation, comme Delphine l'a expliqué. Et ensuite, nous aurons tous les délais qui sont liés à la LSFIN avec le 1er janvier 2022 pour adapter ces choses-là. Mais on a un délai donc au 30 juin 2020. Delphine, plusieurs personnes dans le marché se posent la question de savoir mais quelle est la différence entre un conseiller et un gestionnaire? Est-ce que si je suis conseiller, je dois m'annoncer à la FINMA? Que se passe-t-il? Donc peut-être que ce serait bien d'expliquer aux gens la différence entre conseiller et gestionnaire et les conséquences quand nous sommes gestionnaires et les conséquences quand nous sommes conseillers. Alors effectivement, c'est une question qui est très importante parce qu'elle a des conséquences qui sont vraiment différentes. Si vous êtes plutôt un gestionnaire, vous serez donc soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation selon la LEFIN, alors que si vous êtes un conseiller en placement, vous n'êtes pas soumis à cette obligation d'obtenir une autorisation LEFIN. Vous serez soumis aux règles de la LSFIN, aux règles de comportement notamment. Donc la vraie différence, on va reprendre brièvement la définition en fait, d'un gestionnaire. Donc un gestionnaire, c'est quelqu'un qui gère des avoirs d'un client sur la base d'un mandat, qui a un pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales du client et qui l'autorise donc à placer les valeurs patrimoniales et qu'il exerce son activité à titre professionnel. Alors qu'un conseiller, c'est quelqu'un qui généralement donne des recommandations d'acquérir ou de vendre des instruments financiers en fonction des objectifs d'investissement qui ont été définis par le client. Mais le conseiller, il ne prend pas de décision d'investissement. Et l'élément qui est clé, c'est que le conseiller, il n'a pas de pouvoir discrétionnaire sur les comptes de ses clients. Donc vraiment, il n'a pas de pouvoir décisionnel d'investissement. Et si, par hasard, vous pensez être un conseiller et vous avez des procurations sur les comptes de vos clients qui vous permettraient effectivement de gérer directement, de prendre des décisions d'investissement, de passer des ordres pour le compte de client, là, il faut vraiment vous poser la question, est-ce que vous n'êtes pas plutôt un gestionnaire de fortune et donc soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation de la LEFIN? Donc, ce qui veut dire, si je suis gestionnaire, je dois m'annoncer à la FINMA jusqu'au 30 juin. Que se passe-t-il si je suis conseiller? Alors, si vous êtes conseiller, vous n'avez pas besoin de vous annoncer à la FINMA. Vous devez simplement mettre en œuvre les règles de la LSFIN dans le délai qui est annoncé, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2021. Mais vous n'avez pas besoin de vous annoncer à la FINMA jusqu'au 30 juin. Et puis, il y aura un registre des conseillers qui va être aussi autorisé. Et dans ce cadre-là, les conseillers devront s'inscrire dans ce registre. Et dans quel délai? Alors, en principe, oui. Donc, si les conseillers ont directement des contacts avec les clients en Suisse, donc les clients professionnels et privés, ils devront s'inscrire dans le registre des conseillers. Alors, il y a un délai transitoire qui indique que l'inscription
dans le registre des conseillers doit se faire 6 mois après l'autorisation du premier registre des conseillers. Pour l'instant, il n'y a pas encore de registre des conseillers qui a été autorisé en Suisse. On n'a pas vraiment d'informations concrètes sur une date à laquelle sera éventuellement autorisé un premier registre. Donc pour l'instant, on attend plus de précision. Merci beaucoup. Hilaria, je crois qu'il faut encore qu'on parle des compétences de la FINMA. Beaucoup de compétences ont été retirées à la FINMA dans le cadre de la législation, puisque beaucoup de choses ont été mises dans la loi. Toutefois, Delphine a précisé que la FINMA avait des compétences en matière de gestion des risques, mais aussi en matière d'outsourcing. Si je ne me trompe pas, la FINMA a publié son projet d'ordonnance au mois d'avril. Il y avait une consultation. Elle entend le mettre en œuvre et le faire entrer en vigueur d'ici la fin de l'année. Alors, quid des nouveautés qui sont dans cette ordonnance de la FINMA, pour autant que ça ne change pas après la mise en consultation? Peut-être il y a quelques éléments qui seraient peut-être intéressants quand même à savoir pour le marché. Alors ça, c'est effectivement l'OEFIN FINMA qui est encore en consultation. Effectivement, on attend l'entrée en vigueur pour la fin de l'année et avec un délai transitoire d'1 an. Donc déjà, on voit qu'il y a différents délais si on considère la LSFIN, la LFIN et l'OEFIN FINMA. Il faut tenir en compte. Alors, à la base, c'est vraiment un transfert de certains articles qui sont actuellement dans l'OPC FINMA, qui sont transférés dans l'OEFIN FINMA. Et ces articles concernent l'assurance professionnelle, le risk management, aussi comment on calcule les seuils. Et il y a aussi des articles sur l'audit. Voilà. Alors, on peut dire, comme déjà la SFAM avait annoncé, il n'y a pas énormément de différences. Donc, à la base, c'est vraiment l'OPC FINMA. Par contre, il y a certaines clarifications et aussi certains compléments. Alors, la chose peut-être la plus importante, on peut dire peut-être 2 mots sur le risk management. Il y a des clarifications au niveau des risk management. Clairement, les prescriptions au niveau des risk management seront applicables aussi pour les gestionnaires de fortune collectives qui gèrent des fonds pension. C'est pas le cas. C'est pas encore le cas. C'était pas le cas encore. Et en plus, vous savez, dans tous les rapports de la FINMA, il y a dans les rapports récents de la FINMA, il y a eu toujours l'attention sur les seuils de liquidité, sur le risque de liquidité, surtout pour les fonds. Et à la base, c'est dire comment les gestionnaires s'assurent que les fonds puissent faire face à des rachats massifs. C'est ça, effectivement, voir les risques de liquidité. Alors là, il y a des précisions. C'est clarifié que les gestionnaires doivent regarder à chaque fonds. Donc, les risques de liquidité doivent être considérés pour chaque fonds et il faut aussi mettre des seuils. Voilà, donc ça, c'est ces compléments-là. Après, au niveau de l'audit, clairement, on a dit l'audit peut être fait tous les 2 ans maintenant. Donc, il y a clairement des ajustements en ce sens-là. C'est plus nécessaire d'avoir un audit intermédiaire. Avant, c'était obligatoire d'avoir un audit intermédiaire. Et une chose qui est plus importante, je pense, de l'OEFIN FINMA, c'est l'effet qu'on peut dire cette réglementation transitoire va changer les circulaires de la FINMA. Donc, il y a certaines abrogations. Clairement, on parlera après de la circulaire FINMA sur la distribution qui va être abrogée. Mais il y a certaines circulaires qui étaient applicables seulement pour les banques ou seulement pour les LPCC, qui maintenant sont applicables pour tous les établissements et les FIN. Et je trouve que c'est important de juste donner 2 mots sur l'outsourcing. La circulaire outsourcing, aujourd'hui c'est outsourcing banque et assurance. Donc là, cette circulaire deviendra applicable pour les directions fonds et pour les gestionnaires de fortune collective. Il y a une précision, c'est écrit que pour la délégation, au moins un gestionnaire doit garder la gestion d'un fonds. Il peut tout déléguer, mais au moins il doit gérer un fonds. Par contre, ce qui est encore plus intéressant est que clairement cette circulaire était beaucoup plus approfondie par rapport à l'article 66 de l'OPC FINMA.
Donc là, l'article 66, c'est vraiment sur la délégation. C'est un article assez succinct auquel on s'inspirait pour la délégation d'éléments LPCC. Maintenant, si on passe à la circulaire outsourcing, il y a beaucoup plus de détails. Et donc, c'est là, en gros, ça veut dire qu'il faudra mettre à jour les directives, mais mettre à jour les contrats aussi, parce qu'il y a vraiment les points minimaux qu'il faut absolument avoir dans les contrats, qu'aujourd'hui, ce n'était pas le cas pour les LPCC. Il y avait certainement des points importants qui ressortaient de l'OPCFIMA, mais il n'y avait pas une dizaine de points minimaux à ajouter. Et il faut faire aussi un risk analysis, un risk assessment sur les outsourcers. Ce n'était pas le cas avant. Et aussi faire un inventaire des outsourcers. Donc, on voit une position plus sévère de la FINMA à l'égard de l'asset management dans le cadre de l'outsourcing, puisque c'est les principes pour les banques qui devraient s'appliquer, à voir ce qui ressort de la consultation. Dans le domaine, donc on a passé le domaine de la LEFIN de manière relativement succincte, mais pour vous donner les dates importantes, les changements importants qui vont avoir lieu dans le cadre de la LEFIN. Je pense qu'il est important aussi aujourd'hui de parler un petit peu de LSFIN, notamment dans le domaine des placements collectifs de capitaux, puisqu'on a un grand changement, c'est la suppression de la notion de distribution dans le cadre de la LPCC et le remplacement par la notion d'offre dans la LSFIN. Alors peut-être, Jennifer, vous pouvez expliquer les dispositions transitoires. Qu'est-ce qui se passe si j'étais distributeur avant l'entrée en vigueur de la LSFIN et maintenant je suis distributeur? Que se passe-t-il? Quelles règles dois-je appliquer? Okay. La première question que je pose, est-ce que la LSFIN s'applique? Oui, normalement ça va s'appliquer parce que où on est gestionnaire de fortune, la LSFIN ne s'applique pas en fonction de licence, mais en fonction de l'activité qu'est-ce qu'on a. Et typiquement, si on fait de la gestion de fortune, LSFIN va s'appliquer. Si on fait des conseils dans les instruments financiers, LSFIN va aussi s'appliquer. Aussi, si on fait de l'acquisition d'instruments financiers, pour ça, typiquement, LSFIN va s'appliquer. Après, la deuxième question à se poser, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être en conformité avec tous les LSFIN ou est-ce qu'il y a des exceptions? Et oui, il y a des exceptions parce que typiquement, si on a seulement des clients institutionnels, les règles de conduite de l'LSFIN, ça ne s'applique pas. C'est statué dans l'article 20 de l'LSFIN. Alors, première question à se poser, est-ce que tous mes clients sont des clients institutionnels et est-ce que je suis exempté de règles de conduite? Sinon, ça va être un travail beaucoup plus grand parce qu'il faut après aussi faire des choses comme obligation d'information, obligation de reporting, tout qui est suitability et appropriateness. Mais si on part de l'assumption qu'on a seulement des clients institutionnels, alors on n'a pas l'obligation d'être en conformité avec les règles de conduite. On a l'obligation qui sont déjà en vigueur en rapport avec la publicité. Tout qui est de la publicité doit maintenant être clairement, il faut clairement dire c'est de la publicité, il faut une information sur la publicité que c'est de la publicité et c'est déjà en vigueur depuis 1er janvier 2020. Aussi, une autre chose qu'on oublie souvent, maintenant les clients ont un droit à une remise de documents qui concernent les clients. Et aussi ça, c'est déjà en vigueur depuis janvier. Ce sont les premières choses. Après, il faut une affiliation avec l'organisme de médiation. C'est à partir de 6 mois après le premier organisme de médiation aura une autorisation. On a déjà dit avant, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun organisme de médiation qui a une autorisation. Et après, oui, toutes les autres obligations comme segmentation des clients, connaissance, les règles à l'organisation, les règles pour le conflit d'intérêts, les règles pour mettre à disposition de prospectus, de feuilles d'information de base.
Ça s'applique à partir du 1er janvier 2022. Parfait. Donc, juste, Hilaria, juste avant de continuer, donc juste pour résumer, j'étais autorisée comme distributeur auprès de la FINMA jusqu'au 31 décembre 2019. Oui. J'ai perdu mon autorisation puisque la nouvelle réglementation ne prévoit pas que les distributeurs de fonds soient autorisés. On est d'accord? Et par contre, il y a toute une série de règles de la LSFIN qui s'appliquent selon à qui je m'adresse quand je fais maintenant de l'offre. Peut-être, Hilaria, vous pouvez nous expliquer la différence entre offre et distribution et les conséquences. Et ensuite, Delphine pourra nous expliquer les dispositions transitoires et ce qui se passe dans l'intervalle et jusqu'à quand les choses doivent être changées. Alors, la distribution, c'était la distribution, selon la LPCC, c'est la distribution des fonds, c'était une distribution, un concept large. Ce n'était pas seulement la distribution elle-même, donc la proposition, l'offre des fonds, mais c'était aussi toute la publicité. Donc finalement, presque toutes les activités liées effectivement à la proposition des fonds tombaient dans la distribution. Il y avait clairement des exceptions, surtout pour les institutionnels et il y avait aussi certaines précisions. Alors là, on passe à un autre concept qui est un concept d'offre. Ce n'est pas un concept seulement pour les fonds, c'est un concept qui englobe tous les instruments financiers. Et donc d'un côté, c'est plus large, de l'autre côté, c'est plus restreint, parce qu'il englobe plus, comme vous avez bien dit, la publicité. Alors là, après, il y a eu beaucoup de débats sur ce concept. Et je pense qu'on laisse aussi aux juristes les articles, les commentaires, les machins. Effectivement, on a beaucoup débattu sur la distribution du fonds. Est-ce que c'est effectivement un service financier ou pas? Parce que c'est clair que quand on parle de l'offre pour les commentaires à l'OEFIN, nous disent que ce n'est pas vraiment l'offre pour un service financier. Par contre, ce qui nous intéresse peut-être plus ici, quand on parle des fonds, on parle des gestionnaires des fonds, c'est est-ce que la distribution pure, quand je propose des fonds, c'est un service financier? Vous avez bien expliqué. Oui, c'est un service financier. Je voudrais juste dire, on a beaucoup de clients qui nous ont posé énormément de questions à l'endemain de l'entrée en vigueur de la LSFIN. Est-ce que je jette mes contrats? Est-ce que je garde mes contrats de distribution, mes contrats de représentation? Je pense que c'est très bien de parler des dispositions transitoires, juste qui vont être très bien expliqués après. Juste les points et de dire, maintenant il y a des dispositions transitoires. Gardez ces contrats. C'est vrai, il n'y a plus l'autorisation. Par contre, gardez ces contrats, gardez vos directives. Ces directives, ces contrats sont encore en vigueur jusqu'à le moment où vous décidez d'appliquer la LSFIN. Et c'est là, au niveau de l'audit, ça veut dire aussi, ou malheureusement, ça veut dire aussi qu'il faudra garder l'audit jusqu'à le moment où vous décidez d'aller sur un autre chemin et de respecter complètement la LSFIN. Alors, en résumé, donc, la notion d'offre, entrée en vigueur, elle, le 1er janvier 2020. Il n'y a pas de disposition transitoire pour la notion d'offre, puisque la notion de distribution a été supprimée au 31/12/2019. Alors, Delphine, je fais de la distribution, je fais maintenant de l'offre. Je fais quoi? Alors, ça, effectivement, c'est une situation qui est un petit peu compliquée parce que, comme vous l'avez dit, la notion de distribution a été abrogée dès le 1er janvier. Par contre, les dispositions transitoires nous disent, tant que vous n'avez pas mis en œuvre les règles à LSFIN, les anciennes règles de la LPCC restent applicables. Donc, c'est une situation qui n'est pas idéale, notamment s'agissant du contrat de distribution. Peut-on mettre un terme à ces contrats de distribution? En principe, non, parce que, comme le disent les règles transitoires, les anciennes règles à la LPCC restent applicables. Mais comment adapter ces contrats de distribution quand l'intégralité du contrat de distribution fait référence justement aux notions de la distribution, fait référence à l'autoréglementation qui va aussi être modifiée. Donc, on est toujours un peu dans une situation délicate quand on doit faire cet exercice. Et puis, moi, je tiendrais aussi encore à rajouter un point. C'est vrai que cette notion de distribution, d'offres, elle est vraiment complexe et elle pose beaucoup de questions sur le marché, mais je crois que
une chose assez simple finalement, c'est de bien garder à l'esprit qu'on a deux concepts très différents. Donc on a vraiment le concept de l'offre et le concept des services financiers. Et si on garde ces deux concepts distingués, on arrive plus facilement à savoir en fait quelles sont les conséquences de chaque concept. Et le concept de l'offre, vraiment, finalement, les éléments, les conséquences de faire une offre d'instruments financiers, c'est le déclenchement de l'obligation de publier un prospectus et de publier une feuille d'information de base en fonction du type d'investisseur qui est visé. Donc, si je ne me trompe pas, on nous a posé la question quelle était la documentation qui doit être mise en œuvre dans le cadre d'une offre. Alors là, ça va vraiment dépendre de quel type de client vous visez. Si vous visez... Alors, la loi dit que l'obligation de publier un prospectus, elle s'applique lorsqu'une offre est faite au public. Donc, on part du principe qu'elle doit être faite quand on vise tous les investisseurs. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'il y a des exceptions, évidemment, qui s'appliquent. Et une exception, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de publier un prospectus lorsqu'on vise uniquement des clients professionnels. Donc, au final, l'obligation de publier un prospectus s'applique uniquement quand vous visez des investisseurs retail. Et puis, il en va de même pour l'obligation de publier une feuille d'information de base. Elle s'applique uniquement lorsque vous visez des clients retail. Une chose qu'il ne faut pas oublier également, s'agissant de l'obligation de publier un prospectus, c'est que maintenant, il y a cette nouvelle obligation de faire contrôler le prospectus par un organe de contrôle. Et pour ceux qui auraient peut-être manqué l'information, la FINMA a publié fin mai l'annonce comme quoi elle a autorisé 2 organes de contrôle, c'est-à-dire la SIX et la BX, qui vont officier en tant qu'organes de contrôle des prospectus. Et cette obligation, elle entre en vigueur à compter du 1er décembre, donc 6 mois après la reconnaissance. Donc ce sera le 1er décembre 2020 pour l'obligation de soumettre le prospectus à l'organe de contrôle. Vous avez mentionné les organes de contrôle qui sont approuvés par la FINMA pour les prospectus, mais est-ce que ces organismes sont aussi en charge de contrôler les prospectus pour les placements collectifs de capitaux? Alors non. Non, c'est la FINMA qui est compétente pour vérifier les prospectus de placement collectif, tant suisse qu'étranger. L'organe de contrôle qui a été nommé maintenant par la FINMA n'est pas compétent en matière de vérification des prospectus de placement collectif. Exactement, et à noter que la FINMA ne vérifie les prospectus que pour les fonds qui sont offerts au public en Suisse à des investisseurs non qualifiés, ce qui veut dire que les fonds étrangers, est-ce que vous partagez mon avis, est-ce que les fonds étrangers qui sont offerts qu'à des investisseurs qualifiés n'ont en fait pas leurs prospectus qui vont être contrôlés sur le territoire suisse? C'est ça la conclusion qu'il faudra en tirer? Oui, c'est tout à fait correct. Hilaria, vous aviez encore quelque chose à ajouter sur la distribution ou sur l'offre? Alors, peut-être 2-3 petits éléments. Donc, effectivement, on a parlé des dispositions transitoires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en concret? Ça veut dire que certains articles de l'LPCC restent en vigueur pendant cette période transitoire. Les directives de la SFAM restent en vigueur pendant cette période transitoire, je pense que c'est bien de le dire. Donc, les contrats de distribution, comme on a dit, mieux de les garder, et vos contrats aussi avec vos représentants. Après, on a dit une chose. Aujourd'hui, c'est bien peut-être de clarifier, jusqu'à le 31 décembre 2019, il y avait une autorisation de distribution. Il n'y a plus cette autorisation. La FIM a envoyé à tous les distributeurs une lettre pour dire à partir du 31 décembre, c'est fini. Par contre, comme c'était aussi mentionné avant, qu'est-ce qu'il doit faire un distributeur pur qui n'est pas un gestionnaire? Il doit effectivement s'affilier à un registre des conseillers.
Pour l'instant, il n'y a pas encore. Clairement, si on est déjà gestionnaire, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est vraiment pour les intermédiaires qui ne sont pas autorisés. Ça, c'est un point, parce qu'on a beaucoup de questions sur ça. Est-ce qu'il faut s'affilier ou pas? Un point aussi, je pense que c'est important de dire, et c'est vrai qu'il faudra respecter les règles de comportement de la LSFIN, certaines règles d'organisation aussi pour les rétrocessions. Je pense les rétrocessions à des tiers, c'est un point peut-être à aborder. Mais il n'y aura pas, pour les distributeurs purs, il n'y aura pas une surveillance active. Aujourd'hui, il y a quand même un petit audit qui est fait. Après, ça ne sera plus le cas. Et donc là, c'est une question qui s'est posée aussi sur les marchés. Comment on fait effectivement à s'assurer que les clients finaux sont toujours protégés? En effet, c'est une question qui est ouverte. Jennifer, dans le cadre des contrats de distribution qu'il y avait à l'époque, évidemment que l'audit découle encore, et ça c'est aussi une question ouverte dans le marché, l'audit découle encore des directives SFAMA sur les distributeurs qui se passent. On a des contrats de distribution qui avaient le représentant qui était parti au contrat. Est-ce que je dois encore avoir des contrats de distribution selon la nouvelle loi une fois que j'ai adapté à la LSFIN? Oui ou non? Qui en fait, qui est la partie au contrat? Ce n'est pas nécessaire pour les SFIN d'avoir des contrats, mais des côtés juridiques, des côtés très protégés, je dirais c'est quand même important d'avoir un contrat qui règle clairement les responsabilités, les obligations, les rôles. Et la deuxième partie de la question, c'était qui est la partie? Les contrats, jusqu'à présent, sous l'égide de la LPCC et encore pendant les dispositions transitoires mentionnées, les contrats de distribution avaient comme partie le représentant. Est-ce que s'il y a un nouveau contrat qui est fait selon la LSFIN, qui n'est pas obligatoire de par la loi, pour un contrat d'offre par exemple, est-ce que le représentant doit être partie au contrat? Pas forcément par la loi, mais peut-être qu'on a un intérêt privé pour s'assurer s'il a encore cette fonction. Et sinon, je dirais la gestion des fonds étrangers. Et juste si je peux ajouter, c'est écrit maintenant, il n'y a plus de représentation pour les investisseurs qualifiés. Par contre, ça reste encore la nécessité d'avoir un représentant pour les fonds retail et aussi pour les high net worth, donc les très fortunés. Et aussi les family office, je pense. Parfait, je pense qu'on a fait le tour à ce stade des questions LEFIN et LSFIN qui sont, je pense, importantes sur le moment. Évidemment que dans le cadre de la LSFIN, il y a d'autres choses qui s'appliquent dans le cadre de la gestion de fortune, tout ce qui est suitability, appropriateness, mais on a décidé aujourd'hui de se limiter un petit peu plus à l'asset management institutionnel et donc de se limiter à la distribution de fonds et à la LEFIN. Je ne sais pas, Jennifer, vous voulez encore ajouter quelque chose pour le public, pour le marché, quelque chose d'important? Peut-être pour les LSFIN, même si on a encore 1 an et demi jusqu'à ce que ça entre en vigueur, je pense que ça vaut la peine de commencer maintenant, moi, avec une petite analyse pour voir où on est. Est-ce qu'on est vraiment exempté de toutes les règles de conduite? Est-ce qu'on n'a vraiment pas grand-chose à faire? Ou si on a grand-chose à faire, c'est mieux de découvrir ça maintenant que dans 1 an. Delphine, le mot de la fin, peut-être encore quelque chose à ajouter? Alors, sur le volet LEFIN, je pense qu'on a fait le tour, mais je reprendrai ce que Jennifer a dit. Pour moi, il en va de même pour les établissements qui étaient déjà autorisés sous l'Ancien Régime. Je pense qu'il est quand même important de ne pas se dire non, j'ai rien à faire, tout va continuer comme sous l'Ancien Régime. Je pense que c'est le très bon moment pour justement faire peut-être une revue un peu générale de ces directives internes, de son règlement d'organisation, etc. Et le cas échéant, justement, l'adapter aux nouvelles dispositions, parce que même si fondamentalement les principes restent les mêmes, il y a quand même eu pas mal de redrafting ou de petites précisions de certaines notions. Donc je pense que c'est le bon moment pour faire votre revue.
Hilaria, le mot de la fin de la part de l'auditrice que vous êtes. Bon, à la base, je suis très d'accord avec ce qu'on a dit. Les points plus dangereux, on peut dire, plus tricky, c'est vraiment la LSFIN pour la gestion des fortunes. Au niveau de la LFIN, pour les gestionnaires des fortunes collectives, les gestionnaires, on peut dire LPCC, il n'y a pas énormément de différences dans la substance. Par contre, il y a un peu de différences dans la forme, comme vous avez bien expliqué. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis depuis la maison ou depuis le bureau et nous vous réjouissons de vous retrouver très bientôt en live. Voilà, merci. Hilaria, quel conseil pratique pourriez-vous donner à un gestionnaire de fortune simple dans sa mise en conformité LFIN? Alors, pour les gestionnaires simples, donc pour les GFI, on conseille vraiment de réfléchir sur l'organisation. Donc, au niveau de la direction, du conseil d'administration, et après de mettre en place des directives. C'est vraiment la chose la plus importante au niveau de la LFIN, c'est vraiment l'organisation interne. Là, ça dépend de la taille du GFI. Il y a des assouplissements au niveau du conseil d'administration et de la direction. Donc, la première chose à faire est de réfléchir sur la corporate governance et après mettre en place toute une série de directives qui aujourd'hui ne sont pas nécessaires, mais qui seront nécessaires au moment de l'autorisation FIMA. D'accord, merci. Et pourriez-vous peut-être nous rappeler les quelques dates, les dates butoirs importantes dont il faut se souvenir? Alors, pour les gestionnaires de fortune collective, donc les anciens LPCC qui sont déjà autorisés, il n'y aura pas une nouvelle autorisation. Il faut juste se mettre en conformité d'ici à la fin de l'année. Pour les JFI et les autres, on peut dire, qui ne sont pas aujourd'hui autorisés par la FIMA, il y a un devoir d'annonce jusqu'à le 30 juin. Et après, il y a 3 ans pour demander une autorisation s'ils sont inscrits en noir. Après, il y a la LSFIN, et les délais transitoires de la LSFIN sont différents. Donc, on a un délai de 2 ans, qui maintenant est devenu un délai de presque 1 an et demi, et ça va terminer au 31 janvier 2022. 31 décembre. Est-ce qu'on pourrait faire Là, c'est vrai, c'est les dates. C'est 31 décembre 2021. Donc, 1er janvier 2022. C'est Oui, toujours le les 31 dates. décembre. 31 décembre. C'est la fin de la réponse, il faudrait juste reprendre la question. Pas le tout, hein, la question. Là, on pourrait faire la Juste question. la réponse, en fait. Juste Ouais, la je réponse. reprends. Non, la question. Parce que si vous voulez, ça va être beaucoup plus choquant. Ouais, ok. D'accord. On reprend la question. Attendez, 31 décembre 2021. Ok. Oui. C'est juste 31 décembre 2021. Oui. Ok. Non, ouais. Hilaria, pourriez-vous... Je vous ramène juste un peu l'expression un petit Ouais. peu neutre. Si vous avez le grand sourire. Ouais, c'est clair. Oui. C'est clair. Regardez-vous. Hilaria, pourriez-vous nous rappeler les quelques dates importantes dont il faut que nous nous souvenions, que ce soit dans le cadre de la SFIN ou de la LEFIN? Alors, pour les actuels gestionnaires LPCC, il n'y a pas nécessité de demander une autorisation. Donc, la seule date à retenir est qu'il faut se mettre en conformité avec la LFIN d'ici à la fin de l'année, donc d'ici au 31 décembre 2020. Pour les nouvelles autorisations, donc pour les intermédiaires qui ne sont pas soumis aujourd'hui à la FIMA, il faut garder en tête 2 dates pour la LFIN, donc l'annonce d'ici au 30 juin. Donc, dans 3 semaines. D'ici à 3 semaines, effectivement. Et après, l'autorisation, il y a 3 ans pour demander une autorisation. Maintenant, ça devient 2 ans et demi. Pour la LSFIN, c'est différent parce qu'il y a un délai transitoire de 2 ans. Donc, on va aller jusqu'au 31 décembre 2021. Après, il y aura encore peut-être d'autres délais en fonction de l'OIFIN FIMA et en fonction de la mise à jour des circulaires de la FIMA. Merci. Merci. La FINMA a approuvé tout récemment 2 organes de contrôle de prospectus. Mais qu'en est-il des OS et des organes de médiation? Est-ce que vous avez des informations
à nous transmettre? Alors, c'est tout à fait correct. La FINMA, elle a communiqué fin mai qu'elle avait approuvé donc la SIX et la BX comme organe de contrôle des prospectus à compter du 1er juin. Donc, il y a un délai de 6 mois pour maintenant remplir les exigences en matière de prospectus. Donc, elles vont commencer à courir à compter du 1er décembre 2020. Maintenant, c'est tout à fait correct. On n'a pas eu de communication s'agissant des OS et de l'organe de médiation. On a entendu qu'il pourrait effectivement y avoir des annonces d'ici mi-juin, voire fin juin, mais on ne sait pas de façon précise quand est-ce qu'il va y avoir ces autorisations. Affaire à suivre, alors. Affaire à suivre, absolument. Voilà, nous avons une question sur le conseil en placement sur les produits. Quels sont les points essentiels à retenir en ce qui concerne la documentation produit à fournir aux clients? Alors, il faut distinguer donc la documentation produit du point de vue donc, de l'offre d'instruments financiers. Donc, dans ce cas-là, il peut y avoir 2 types de documents différents. C'est le prospectus et la feuille d'information de base. Donc, le prospectus, il est requis lorsqu'il y a une offre au public qui est faite d'un instrument financier. Maintenant, il y a des exceptions qui s'appliquent. Notamment, le prospectus n'est pas requis lorsqu'on a une offre qui est faite uniquement à des investisseurs professionnels. Donc, en résumé, l'obligation de publier un prospectus, elle s'applique essentiellement quand il y a une offre qui est faite à des clients retail. Et la feuille d'information de base, elle également, elle est requise uniquement quand on a une offre d'instruments financiers à des clients retail. Pour les clients retail, donc. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Merci. On avait l'habitude d'une classification de clients de la LPCC, clients qualifiés, clients non qualifiés. Maintenant, avec la LSFIN, on a une nouvelle classification à laquelle il faut s'habituer. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui. La situation nouvelle, c'est assez complexe parce que la classification selon l'LPCC reste en vigueur. C'est modifié un peu, mais ça reste en vigueur. Mais en addition de cette classification, maintenant on aura encore une classification client selon LSFIN et théoriquement peut-être même en 3e classe selon la MiFID II, mais de ça on ne parle pas ici. Et la classification selon LPCC a été modifiée un peu. Ça renvoie maintenant pour la plupart à la classification de l'LSFIN. L'LSFIN voit des clients privés, des clients professionnels ou des clients institutionnels. Un client professionnel ou institutionnel selon l'LSFIN, il est aussi professionnel selon l'LPPC, mais en addition, selon l'LPPC, un client qui a un mandat ou de gestion ou de conseil est aussi un client professionnel selon l'LPPC, mais pas selon l'LSFIN. Alors, ça devient assez complexe. Et autre chose qu'il faut vraiment garder en tête, si on parle de opt-in, opt-out, la terminologie est exactement l'inverse maintenant dans l'LSFIN que c'était dans l'LPPC. Dans l'LPPC, opt-out, c'était un client non qualifié qui est devenu... Non, l'opt-in, c'était un client... L'opt-in, c'était un client non qualifié qui est devenu un client qualifié. Dans l'LSFIN, c'est exactement l'inverse. C'est un client privé fait un opt-out pour devenir un client professionnel. Donc, il faut faire attention, d'une part, à la mobilité entre les différentes catégories et puis à l'impact sur les exigences en termes de règles de comportement. Tout à fait, tout à fait. Parce que la classification après a un impact sur tous les règles de comportement et tout ce qui s'applique ou non. Et aussi, c'est très important de garder en tête, c'est obligatoire d'offrir à un client la possibilité d'un opt-out selon l'LSFIN. Même si on a un client institutionnel, s'il veut faire un opt-out dans la catégorie professionnelle, c'est obligatoire de lui offrir. Merci. Dans le cadre d'un mandat advisory, quelles sont les justifications, la documentation que vous recommanderiez à un advisor?
il faut justifier, documenter tous les conseils qu'on a donnés aux clients, les raisons pour les clients, ces conseils, et ça devrait être harmonisé avec le risk profile des clients, alors le knowledge and experience, la situation financière, l'appétit risque, et ça devrait être coordonné avec ça. Il faudrait vraiment documenter pourquoi on a donné un conseil, ce conseil au client, et aussi après si le client a suivi le conseil ou pas. Ça qui est important, ça il faut documenter. Il ne faut pas directement donner au client. Juste si le client revient, elle dit « donne-moi la documentation », il faut aussi donner au client. Donc en termes d'organisation, c'est beaucoup plus lourd que la situation précédente. Je dirais c'est plus détaillé, oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors nous avons une question, un gestionnaire de fortune simple qui souhaite élargir son panel d'activités et distribuer des placements collectifs. Comment s'y prendre? Peut-il le faire? Alors aujourd'hui, en 2020, un gestionnaire de fortune simple qui n'est pas encore soumis à l'autorisation de la FINMA peut le faire, bien évidemment, sans devoir passer par la case FINMA, puisque la licence de distributeur n'existe plus. Et donc dans ce cadre-là, il peut le faire. Il doit mettre en place des directives sur l'offre. Et là, il devra décider quel régime il va mettre en place. Est-ce qu'il mettra le régime de la LPCC, qui est encore en vigueur pendant 2 ans tant qu'on n'a pas encore appliqué la LSFIN, ou est-ce qu'il utilisera directement la LSFIN pour mettre ça en place? Là, il devra distinguer, donc il fera une directive interne qui mettra en œuvre simplement les notions d'offre, et ensuite soit le régime de la LPCC, soit le régime de la LSFIN, et puis surtout, il devra distinguer s'il va offrir ces placements collectifs à des investisseurs qualifiés ou à des investisseurs non qualifiés. Si les placements collectifs vont être offerts à des investisseurs non qualifiés, il devra avoir un représentant et un service de paiement pour ce fonds, et ce fonds devra être approuvé par la FINMA s'il s'agit d'un fonds étranger. Et s'il va à des qualifiés, il n'aura pas besoin d'une approbation de la FINMA, et s'il applique encore la LPCC, il devra avoir un représentant et un service de paiement jusqu'à ce qu'il change à la LSFIN, et à ce moment-là, il en aura besoin seulement s'il s'adresse à des high net worth individuals, donc à des particuliers fortunés. Donc, somme toute, relativement simple, mais il y a quand même plusieurs règles à appliquer, et notamment tous les codes de conduite, soit celui de la LPCC, de la SFAMA d'avant, soit alors le nouveau code de conduite qui est prévu dans le cadre de la LSFIN. Donc il y a quand même des obligations, mais on peut le faire sans autorisation de l'Institut. Mais par contre, il faut regarder si le produit a besoin d'une approbation ou non. Ça a l'air assez simple, sans surveillance. La question sans surveillance de la FINMA, en tout cas jusqu'à ce que le gestionnaire de fortune soit autorisé comme gestionnaire de fortune et qui englobera ensuite une surveillance prudentielle. La question qui se pose, c'est de savoir si le distributeur va être surveillé par le représentant. On peut dire que oui pour la période transitoire, s'il applique encore la LPCC. Si c'est la LSFIN qui s'applique, alors le représentant ne le surveillera plus, non. Merci, une bonne nouvelle. Avant de nous quitter, quelques informations sur les prochaines offres de formation Fund Academy à Genève. Les 9, 10, 16 et 17 juillet, la formation Fund Compliance and Operations Management, qui devait avoir lieu en mars et qui a été reportée à juillet. Et dès le 17 septembre, en 10 jours, la formation Swiss Fund Asset Management Officer. Les ateliers pratiques Fund Academy, quant à eux, reprendront dès la fin août. Le programme sera disponible prochainement. Ces formations sont toutes certifiantes avec un examen optionnel et intègrent pleinement les changements induits par la LSFIN et la LEFIN. Nous prenons congé de vous et espérons vous revoir en live dès le 1er septembre pour notre prochaine édition Friends of Funds, dont le thème sera fixé dans les semaines à venir.